Rapidement, une petite réaction avant de passer à la chronique invitée sur tout ce que Binta a eu à dire ce matin, et notamment concernant la visite médicale. Quand on n'est pas apte, on ne doit pas voyager. Non, on ne doit pas voyager. Et puis la visite est importante, selon moi, parce que déjà, comme l'a si bien dit Binta, il fait excessivement chaud au niveau de la Mecque. Donc il va falloir respecter strictement les consignes du médecin. Donc si le médecin dit que vous ne devez pas y aller, il faut rester au pays. Oui, les réalités socioculturelles. Mais pour un Hajj réussi, il faut impérativement être en bonne santé. Cela va de soi, parce que tout simplement, on sait que le pèlerinage à la Mecque, c'est un réel parcours du combattant. Parce que rien que l'ascension du mont Arafat, rien que ça vaut tous les exercices physiques avant de prendre l'avion pour rallier la Terre Sainte. Donc pour vous dire encore une fois que c'est extrêmement important, qu'il ne faut pas négliger cela. Il faut que les parents accompagnent davantage les futurs pèlerins pour qu'ils puissent bien se préparer physiquement et puis suivre les prescriptions des médecins qui les ont suivis. Et autre chose, il y a aussi d'autres considérations, disons socioculturelles. Au Sénégal, vous pouvez avoir une personne âgée, mais son souhait le plus ardent, ce serait de mourir en Terre Sainte et se faire enterrer là-bas. Je vous assure. Il y a des personnes, par exemple, âgées, elles savent qu'elles ne sont pas en bonne santé, mais elles vont supplier leur entourage pour qu'on puisse les laisser aller à la Mecque, tout en sachant qu'elles ont de petites chances pour revenir au Sénégal. Mais c'est le rêve ultime, c'est le Graal pour eux. Donc des fois aussi, il y a cette dimension-là, disons psychologique, socioculturelle, à prendre en charge. Monsieur Baramassar, réaction sur le... Vous l'avez déjà effectué le pèlerinage? Je n'ai pas encore effectué le pèlerinage, mais comme l'a si bien dit M. Khan, c'est une question un peu culturelle. Hein. Les gens veulent aller à la Mecque, surtout les personnes âgées, pour y rester, pour y mourir. Ils savent qu'ils ne sont pas en bonne santé, mais ils préfèrent mourir là-bas parce qu'ils pensent que si on meurt là-bas, on va aller au paradis. C'est un peu ça. Hein. Les gens croient à ça. Hein. Donc la visite médicale, il y a beaucoup qui se font pas véritablement remplacer, mais qui remplacent parfois les liquides, les produits, les trucs comme ça qu'il faut donner juste pour pouvoir avoir l'aval du médecin. Pour être apte. Donc il y a des astuces, mais tout cela va être mieux pris en charge aussi. Parce qu'à chaque âge, on fait une évaluation et on voit vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché la dernière fois, où est-ce qu'on a péché pour améliorer. Et il faut aussi dire qu'il y en a qui partent en très bonne santé, mais qui passent tout leur temps à s'abstenir de manger. Donc, qui s'affaiblissent. Et l'âge, c'est de la force. Il faut bien manger, il faut bien entretenir son corps, parce que c'est ce qu'on mange qui fait entretenir notre corps. Il y en a qui se lèvent du matin au soir, qui se privent de manger, rien que pour rester à faire des prières. Il arrive à un moment où c'est le corps qui réclame ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a empêché de prendre, c'est-à-dire l'aliment ou l'eau. Et il faut boire, il faut manger, il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour maintenir son corps en bonne santé. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller, on ne peut pas faire son âge. C'est ça. Il y en a qui vont en bonne santé et qui utilisent mal les toilettes ou portent des chaussures qui ne sont pas adaptées et qui se font des blessures, qui ont une jambe cassée, un autre membre cassé, etc. Ça aussi, il faut préparer le pèlerin à ça, lui mettre des chaussures adaptées qui adhèrent au carreau. L'utilisation de l'ascenseur. À l'ascenseur aussi, il y en a qui se blessent aussi. Sarah, aller à la Mecque demande vraiment une bonne préparation de la part de l'entourage. Tout à fait. Le ministère de la Santé fait de son mieux pour que les pèlerins puissent connaître leur santé et puissent les accompagner déjà dans l'avion. À partir de l'avion jusqu'au lieu d'hébergement, il y a une équipe médicale qui accompagne le pèlerin. Très bien. Mais on demande aussi aux parents de ne pas s'occuper seulement que de préparer les bagages, de ne pas s'occuper seulement que d'acheter des cadeaux pour le retour de leur âge, de leur élage ou de leur adja, de ne pas seulement s'occuper d'autres choses qui sont pour nous pas les principales pour le pèlerin, c'est ça. Qui doit aller au lieu. Et si on revenait sur le sujet encore la semaine prochaine, pourquoi pas? En tout cas, le temps que le Hajj démarre pour mieux préparer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à effectuer ce pèlerinage dans de meilleures conditions. On a une pensée évidemment pour ceux qui l'ont fait l'année dernière, pour ceux qui ne sont pas revenus. On se souvient évidemment de tout ce qui s'est passé là-bas l'année dernière. On prie pour que cette année, que ce soit vraiment dans la paix, que tout cela se passe et que chacun évidemment puisse revenir et retrouver sa famille ici au Sénégal. Voilà, bon pèlerinage par avance à ceux qui vont partir, bon Hajj. Et n'oubliez pas la visite médicale. Merci Binta. On fait le point rapidement sur la circulation avec nos partenaires de talibi.sn.
Seine. Regardez, on nous montre un accident au rond-point jet d'eau. Alors là, c'est un Tata et un personnel, hein, j'allais dire, une voiture personnelle. On ne peut pas là, en voyant l'image, juger de la gravité, mais on espère en tout cas qu'il n'y a pas eu de blessés graves dans cet accident qui a eu lieu au niveau du rond-point jet d'eau. Alioune Badara Kane, tu me rejoins. On va passer à la chronique invitée. Je rappelle que ce matin, nous recevons monsieur Barhama Sarr, qui est le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent réagir sur notre plateforme Facebook, Twitter ou Instagram. On reçoit vos messages ce matin, mais également par SMS 26 261 au Sénégal, 71 071 si vous nous regardez en France. Alioune Badara. L'Association sénégalaise de normalisation qui dépend du ministère de l'Industrie et des Mines. Et je rappelle que vous, vous êtes carrément dans les préparatifs pour l'organisation en tout cas de cette 8e édition de l'Oscar national de la qualité. Une organisation, une initiative dédiée aux entreprises pour carrément mieux les accompagner, mais aussi pour saluer ces entreprises-là qui sont sorties du lot. Mais en tant que structure publique, êtes-vous dans votre rôle en organisant un tel concours pour quand même les entreprises? Oui, effectivement, l'Association sénégalaise de normalisation est l'organisme national de normalisation, donc, qui est chargé de promouvoir la qualité. Et qui dit qualité dit respect un peu des normes, parce que les normes fixent les caractéristiques pour assurer la qualité des produits, et également pour gérer une entreprise, parce qu'il y a des normes de management de la qualité. Bien sûr. Et le but de l'Oscar de la qualité, c'est de promouvoir donc, la qualité au sein des entreprises, publiques comme privées. Mais on se rend compte bien souvent en tout cas que c'est surtout des structures privées qui sont à la base de telles organisations, de telles manifestations. Mais là, quand même, quand on voit une structure en tout cas étatique comme la vôtre s'y mettre, on se pose quand même cette question fort légitime. Pourquoi? Et puis donc, quels sont aussi ces objectifs-là recherchés à travers une telle organisation donc? Oui, l'Oscar de la qualité a été instauré depuis 1996, à l'instar de ce qui se faisait à Île Maurice, à la suite d'une visite du Premier ministre à l'époque, Habib Thiam. Il a demandé au gouvernement, au ministre de l'Industrie, d'organiser l'Oscar de la qualité pour primer les entreprises vraiment méritantes qui ont fait des performances dans le domaine de la fourniture des biens et des services, de manière générale. Et depuis lors, donc, nous avons organisé régulièrement l'Oscar de la qualité. Et donc, on est à la 8e édition et à chaque occasion, c'est le chef de l'État qui remet lui-même donc les trophées aux lauréats. Donc, c'est des prix nationaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau de la sous-région, l'UMOA et la CEDEAO organisent les prix qualité. C'est sur proposition du Sénégal à l'époque, au niveau de l'UMOA, que le prix UMOA, la qualité, a été organisé. Et l'UMOA s'est beaucoup inspiré de l'expérience sénégalaise en matière d'organisation de prix qualité. Alors, votre tâche principale, en tout cas, c'est de permettre à nos entreprises d'être aux normes, de pouvoir, en tout cas, rivaliser avec les autres qui nous viennent d'autres pays, surtout ceux-là de la sous-région. Alors, dans la sous-région, comment se porte le Made in Sénégal? Est-ce que vraiment nos produits, en tout cas l'entreprise, disons l'entreprise sénégalaise, a la cote dans la sous-région? Oui, enfin, l'entreprise sénégalaise a une bonne cote. Vous savez, au niveau de la sous-région, surtout au niveau de l'UMOA, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont une grande expérience en matière de normalisation. L'Association sénégalaise de normalisation et Codinorme en Côte d'Ivoire donc, sont un peu les fers de lance de la sous-région en matière de normalisation. Dans le domaine de la qualité, au niveau des entreprises sénégalaises, presque, il y a plus d'une centaine d'entreprises qui ont mis en place des démarches qualité selon les normes ISO 9001, qui sont certifiées donc ISO 9001 en matière de management de la qualité. Au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est un pays aussi industrialisé, au niveau de l'UMOA, on peut dire que presque le pays le plus industrialisé. Donc également, Codinorme fait beaucoup d'actions de promotion de la qualité, de normalisation. Donc nous sommes au sein de l'UMOA, donc un peu les précurseurs pour le développement même de la normalisation au niveau des 8 pays de l'UMOA. Aujourd'hui, tout est pris presque par la CEDEAO également. On essaie d'harmoniser nos normes pour faciliter les échanges donc, communautaires. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles techniques aux échanges donc, intracommunautaires, parce que les normes peuvent être des barrières techniques. Si on n'a pas des normes ou les mêmes normes, ça peut constituer des barrières techniques pour les échanges intracommunautaires.
communautaire. Et pour être aux normes, forcément, il faut avoir donc une certification de l'Association sénégalaise de normalisation. Quels sont les critères, disons, qu'une entreprise doit remplir pour bénéficier d'une telle certification? Bon, pour la certification, il faut respecter les exigences de la norme ISO 9001. Donc nous, en tant qu'Association sénégalaise de normalisation, nous n'avons pas encore mis en place le système de certification système qualité. Nous avons mis en place le système de certification produit avec la marque NS Qualité Sénégal. Nous avons commencé d'ailleurs avec l'huile brute d'arachide avec Cineor à l'époque, en 2009 et 2011. Cineor Lindiane et Cineor Ziguinchor ont été certifiés NS Qualité. Maintenant, la certification système qualité est opérée par des organismes étrangers. Actuellement, comme le groupe AFNOR, AFAC, ou le Veritas, Qualité Internationale, ou DNV, l'organisme norvégien. Donc, ce sont eux qui interviennent pour le moment, parce que dans le domaine de la certification de système qualité, c'est des organismes accrédités, qui sont reconnus au plan international. Et ces organismes-là doivent mettre en place un système qualité permettant de démontrer un peu la compétence en matière de certification de système qualité. Donc nous, en tant qu'organisme de normalisation, nous y travaillons pour développer notre système de certification système qualité. En plus maintenant de la certification produit, parce que c'est deux types de certification différents, mais qui sont complémentaires. Oui, complémentaires. Alors donc, si je vous comprends bien, directeur général, M. Sarr en tout cas, donc à l'heure actuelle, aucun organisme africain en tout cas qui œuvre dans le domaine de la certification n'est reconnu sur le plan international. Est-ce que cela n'est pas un frein au développement de nos entreprises quand on sait qu'on est dans un monde, il faut être compétitif. Si on dépend carrément de la signature d'organisations étrangères, surtout occidentales, cela risque de nuire à nos entreprises. Oui, c'est surtout par rapport au coût de la certification. Parce que si on fait intervenir un organisme étranger, l'entreprise qui demande la certification paye le billet d'avion, il y a les frais de dossier, l'hébergement de l'auditeur qui vient auditer l'entreprise en matière de qualité. Tout ça, c'est pris en charge. C'est pourquoi, si on développe nos propres compétences au niveau de nos pays en matière de certification système qualité, ça va augmenter le coût de la certification parce que ce sont nos experts formés. D'ailleurs, c'est la raison d'être du programme qualité Afrique de l'Ouest qui est en train de se dérouler au niveau des 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Donc ce programme va aider les organismes de normalisation à développer la certification produit et la certification système qualité et aussi former les auditeurs compétents, former aussi au niveau des entreprises, les responsables qualité pour mettre en place des démarches qualité. Et l'Oscar de la qualité, c'est une manière d'amener les entreprises à mettre en place une démarche qualité conforme aux normes ISO 9001, aux normes de management de la qualité. D'ailleurs, tous les critères du référentiel du prix Oscar de la qualité sont inspirés des normes ISO 9001 en matière de management de la qualité et ISO 9004 qui est l'approche pour un développement durable en matière surtout de management de la qualité. Alors, comment accompagnez-vous en tout cas ces entreprises-là qui sont un peu, disons, dans les petites et moyennes entreprises, en tout cas, comment vous encouragez, vous accompagnez ce secteur-là très important de notre économie quand on sait qu'on a une économie, disons, un peu informelle. Donc on dit que la majorité, en tout cas, de notre tissu économique, elle est informelle. Comment ces entreprises-là pourraient-elles un jour être aux normes et pouvoir peut-être bénéficier de votre certification? Oui, dans le domaine en matière d'appui aux entreprises avec le programme qualité, il y a eu des formations qui ont été faites selon les normes ISO 9001 et ISO 14001 pour le management aussi de l'environnement. On travaille aussi en relation avec d'autres organismes qui s'occupent des petites et moyennes entreprises, comme la direction des PME, des petites et moyennes entreprises, le bureau de mise à niveau également. On est des partenaires aussi pour donc appuyer les entreprises qu'ils gèrent dans le domaine de la qualité. Parce que la mise à niveau aussi, il y a la mise à niveau par rapport aux normes internationales également. D'ailleurs, donc on les aide à se mettre à niveau par rapport donc à ces normes-là également. Donc il y a le programme qualité, il y a les autres organismes qui interviennent comme le bureau de mise à niveau, la direction des PME et la direction des PMI au sein même du ministère de l'Industrie. Donc
Et nous, on travaille un peu en symbiose pour aider les PME, PMI à se mettre aux normes parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens, comme les grandes entreprises, pour mettre en place des démarches qualité. Donc il faut qu'il y ait des programmes avec l'appui des partenaires au développement pour les aider à mettre en place des systèmes qualité conformes aux normes internationales. Mais avec tous ces organismes-là qui sont dans le secteur de la normalisation, au Sénégal, vous parliez là du bureau de mise à niveau, il y a aussi la structure que vous dirigez, l'association sénégalaise de normalisation. Est-ce que cela ne déboussole pas quelque part, ne risque pas de déboussoler, disons, une entreprise locale, une petite entreprise qui voudrait bien être aux normes? Non. Vous savez, une entreprise qui veut être aux normes, déjà, ils connaissent l'association sénégalaise de normalisation. Mais à côté, on va lui dire aussi, il y a le bureau de mise à niveau. Oui, le bureau de mise à niveau apporte un appui. C'est un financement qu'il apporte aux entreprises, aussi bien sur les questions des investissements matériels comme immatériels. Nous, on peut être un partenaire technique pour aider l'entreprise à mettre en place une démarche qualité. Comme il y a d'autres consultants, qui consultants en qualité, qui opèrent. C'est pourquoi, d'ailleurs, au niveau du Sénégal, on est en train de mettre en place une politique qualité pour un peu assurer la cohérence des interventions de tous les acteurs en matière de qualité. Et c'est le ministère de l'Industrie qui a en charge la qualité au niveau du gouvernement. Mais c'est en relation avec les autres acteurs. Au ministère de la Santé, il y a la qualité est importante. Au ministère de l'Éducation, la qualité de l'enseignement est importante. Au ministère de l'Énergie, la qualité de la fourniture d'énergie est importante. Donc, il faut une politique cohérente qui permet de mutualiser un peu les moyens et qu'il y ait une visibilité dans les actions de qualité. C'est la raison d'être de l'élaboration de cette politique nationale qualité. Donc, il y a une certaine complémentarité entre ces différentes structures-là. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est important de parler de la qualité dans tous les secteurs, mais aussi un aspect clé qui m'intéresse moi particulièrement, c'est la qualité des produits de manière générale que nous consommons, des produits qui sont sur le marché et qui évidemment ont un rapport direct avec notre santé, que ce soit des produits cosmétiques ou tout simplement produits alimentaires. Il y a beaucoup de faux quand même sur le marché, beaucoup de produits qui ne sont pas aux normes. Et même Tafa est là, dans le domaine de la construction aussi, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas aux normes. Vous, en tant que directeur général de l'association sénégalaise de normalisation, quel commentaire est-ce que cela vous inspire? Que faut-il faire aujourd'hui pour mieux encadrer cela et protéger surtout le consommateur que nous sommes? Oui, il faut promouvoir cette culture de la qualité. Vous savez que les normes sont des outils de référence pour la mise en œuvre des politiques publiques. Dans le secteur du bâtiment, il y a le respect des normes. Dans le secteur informel, on construit n'importe comment. Donc, on connaît bien le secteur. Donc, il y a un cahier de charges, il y a des documents techniques qu'il faut respecter. Le cahier des prescriptions techniques renvoie aux normes pour la fourniture des matériaux de construction et tout ça. Si on ne respecte pas les normes, on ne peut pas assurer la qualité d'un produit, d'un service. Et le consommateur a besoin d'être protégé. Donc, il faut développer la normalisation, rendre certaines normes d'application obligatoire. Par principe, les normes sont d'application volontaire. Mais pour des raisons de santé, de sécurité, de protection des biens et des personnes, il faut rendre certaines normes obligatoires. C'est pourquoi nous, actuellement, au niveau de l'association sénégalaise de normalisation, on a plus de 500 normes dans les différents secteurs d'activité. Agroalimentaire, bâtiment, génie civil, chimie, environnement, les produits cosmétiques, tout ça. Donc, il y a des normes nationales, mais il appartient aux ministères qui ont la mission régalienne d'élaborer la réglementation, de se référer à ces normes-là pour les rendre d'application obligatoire. Voilà. On a aussi besoin de ces normes dans le domaine de la santé, pour le système de santé de qualité. Donc, utilisons des produits pharmaceutiques, des produits de biologie. C'est vrai qu'on a des bureaux qualité aussi, pour que dans nos laboratoires, qu'on ait des produits certifiés, mais aussi qu'on ait la qualité des produits de qualité pour pouvoir faire nos analyses. Nous avons aussi cette lutte contre les maladies, les médicaments de la rue, parce qu'il y en a beaucoup et ça n'est pas fait dans la qualité. Et nous voudrions aussi que cette association accompagne encore beaucoup plus la direction des médicaments et des produits. Parce qu'ici, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, des efforts sont faits, mais on n'est pas très bien accompagné dans ce sens-là. Et nous aurions vraiment voulu également qu'on aille ensemble dans la qualité et qu'on ait votre appui pour que l'on puisse combattre les médicaments de la rue, mais aussi dans nos structures, qu'on puisse apporter la meilleure qualité à
à nos clients et clientes, parce que c'est ce que nous avons dans nos structures. Effectivement, même avec le ministère de la Santé, on a mis en place un comité de normalisation, même dans le domaine de la médecine traditionnelle. Voilà. Ouais, donc c'est la direction de la santé qui assure la présence du comité de normalisation pour la médecine traditionnelle, parce qu'au niveau africain aussi, on a l'organisation africaine de normalisation et les pays participent pour harmoniser les normes au niveau africain. Je ne parle plus au niveau de la sous-région, mais même au niveau africain avec les autres pays anglophones. Et récemment, le comité s'est réuni même à Nairobi avec des représentants du Sénégal, de la santé qui sont partis donc, pour participer à l'élaboration de ces normes africaines dans le domaine de la médecine traditionnelle. Très bien. Vous restez sur le plateau avec nous, Monsieur Sarr, jusqu'à la fin de ce magazine. Il est 7h20 si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue. On a reçu quelques messages ce matin. Ibrahim Sao qui nous écrit depuis Pointe-Noire et qui souhaite un bon pèlerinage à tous les musulmans. Il dit bonjour à toute l'équipe de Kinkeliba. Bon, il a cité tout le monde. Sarah, Alioune Badarakan, Binta, Tafa, René Léon, sans oublier l'invité du jour, Monsieur Sarr. Coucou également à Nafissatou Diouf. Comté Samba Moussa qui dit bonjour, très content de vous retrouver ce matin. Je salue le plateau. On vous dit que la paix soit avec vous. Amine Samba Comté depuis Pointe-Noire également. Message de Ablaïka. Bonjour l'équipe de Kinkeliba. Très bonne matinée. Ablaïka depuis Pointe-Noire décidément. Beaucoup de messages qui nous viennent de Pointe-Noire aujourd'hui. Amadou Tidiane Diop pour finir qui dit bonjour à toute l'équipe de ma matinale préférée Kinkeliba. Toujours au rendez-vous à vous suivre, à suivre vos performances, vos sujets importants pour tous les Sénégalais et pour toute notre société aussi. Vous n'arrêtez pas de nous faire plaisir. Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine. Je vous aime bien, nous aussi. Amadou Tidiane Diop depuis Pointe-Noire. Voilà, merci beaucoup à tout le Congo qui nous regarde en ce moment et à vous aussi qui nous choisissez. Le clip du jour suivra le journal, la chronique de Nafissa R, ce sera également dans la deuxième partie et celle de Tafa, l'immobilier aussi. À tout de suite pour la suite. Du doon keneen ni bés bu ne ma dégg yaa fi baax ci dara du ko dindi ndax ci dëgg la ndekki xarit dina la yéene lu ñaaw. You are my friend, I'll never let you down. You are my friend, bëggante jàppante xalaat yu nice man di gëm naa ni xarit jafe na seetalal sa xol ci man soo bëggee mu nice mu neex ñu bokk bégee metti ñu bokk muñ bul ma nëbbu doomu yaay aaye yaay ndeke xarit dina la yéene li ñaaw. You are my friend, I'll never let you down. You are my friend, I'll never let you down. Look in the daddy, 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 day. Look in the daddy, 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 daddy.
Message, eh bien les amis, on ne les laisse pas partir et nous aussi on n'a pas l'intention de vous laisser vous en aller, on vous tient en haleine avec le journal de René Léon. D'abord les titres de cette édition, les voici. Pose de la première pierre du centre des opérations d'urgence sanitaire. Il va coûter pas moins d'1 milliard de francs CFA. Et puis l'orientation des nouveaux bacheliers. La plateforme Campusen a été ouverte depuis hier. Le reportage de ce jour s'intéresse au point de vente des moutons. Ils sont déjà visibles à Dakar. Et enfin, nous ferons le point sur ce qui s'est passé à Rio cette nuit. C'est bien ça, René? Tout à fait, Sarah. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue. Je vous le disais, le Sénégal est dans la dernière phase de la construction d'un centre des opérations d'urgence sanitaire. C'est pas moins d'1 milliard de francs CFA que les Américains ont mis dans la cagnotte pour la finalisation de l'infrastructure. Le centre va permettre une meilleure gestion des urgences de santé publique. La pose de la première pierre a eu lieu en présence du ministre de la Santé et de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Oumar Diaw nous en dit plus. C'est à l'intérieur du centre hospitalier national universitaire de Fann que va se dresser le centre des opérations d'urgence sanitaire COUS. C'est sous une pluie battante que le ministre de la Santé est venu sur les lieux, accueilli par l'ambassadeur des États-Unis. C'est une grande journée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Notre Shiny Day met une date importante, l'aboutissement d'un processus parti du fameux épisode d'Ebola en 2014. Les USA vont mettre près d'1 milliard de francs CFA pour la construction du centre. Une fois achevé, ce centre sera un exemple concret de la solidarité de nos liens bilatéraux et servira de rempart contre d'autres épidémies qui pourraient éventuellement survenir. Le Centre du contrôle des maladies CDC et le programme de coopération biologique des États-Unis soutiennent cette structure qui n'existe nulle part ailleurs sur le continent, excepté l'Afrique du Sud. C'est une mention particulière. Aux États-Unis d'Amérique, nous avions besoin d'une structure qui nous permette vraiment d'accueillir toutes les données sanitaires qui nous permettent de réagir et de préparer et les populations et le personnel de santé. Le COUS, dont les plans ont été dévoilés, va fonctionner sans arrêt et il a les commodités pour. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a des moments où les gens dormiront sur place, où les gens auront à manger sur place, les gens devront être là. Et c'est ça, le centre d'urgence. Si on devrait résumer les actions du COUS, elles tiendraient en 4 directions. La prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Nous mettons en place ce qu'on appelle des Rapid Response Teams, des équipes d'intervention rapide que nous appelons équipes mobiles d'intervention et de soutien. Le COUS, actuellement dans des locaux pris en location, compte une équipe permanente d'une douzaine d'agents. En période de crise, ce nombre peut aller bien au-delà avec l'appui d'autres secteurs ministériels. Autre titre ce matin, sachez que l'orientation des nouveaux bacheliers se fera une fois de plus sur le site de Campusen. Je vous le disais tout à l'heure, la plateforme a été ouverte depuis hier. Les bacheliers pourront donc jusqu'au 28 août prochain remplir les formulaires de demande d'admission et de préinscription dans les institutions publiques d'enseignement supérieur. 18 choix leur seront proposés. On voit tout cela avec Seydina Lutfal. Sa future carrière sera définie peut-être par les choix qu'elle devra opérer sur le site Campusen. Au total, 18 choix sont proposés aux nouveaux bacheliers à travers Campusen, ouvert depuis ce mardi aux bacheliers. J'ai déjà consulté le site Campusen, mais après, je vais attendre plus d'informations. J'attends des conseils venant de la famille. Binta a bien raison de demander des conseils car il faut bien comprendre pour bien choisir. La première des choses à faire quand le bachelier vient sur Campusen, normalement, c'est de voir l'offre de formation qu'il y a, de voir les fiches de formation.
de repérer certaines des formations qui l'intéressent. S'il a des doutes sur la procédure, il y a une page de procédure qui est là, qu'il peut également télécharger à une version imprimable. Il peut aussi voir la foire aux questions qui est mise en ligne. Ça l'aide un peu pour sa sélection des formations. Et une fois que c'est fait, il crée un compte, il reçoit un lien d'activation, il active le compte, il vient faire ses choix. Et il est important, après avoir fait ses choix, de classer ses choix par ordre décroissant de préférence. Il met la formation qu'il préfère le plus tout en haut et celle qu'il préfère le moins tout en bas. La constitution des dossiers se fait en ligne. L'orientation se fera en fonction des choix, des notes et des places disponibles dans la filière choisie. Les bacheliers des séries S ont la possibilité de faire 5 choix pour chaque université. Pour les titulaires du bac S, c'est qu'ils leur proposent de faire jusqu'à 5 choix par université, avec un nombre total global maximal de 18 choix. Pour les séries L, pour les autres séries, c'est 3 choix par université, avec un nombre maximal de 18 choix. Des innovations ont été apportées cette année. Les années passées, on vous orientait une bonne fois pour toutes et vous n'aviez plus la possibilité d'avoir une autre orientation. Cette année, nous avons prévu de créer ce qu'on appelle des listes d'attente. C'est-à-dire, en fonction de vos notes, une première orientation vous est proposée, la meilleure que vos notes puissent vous permettre. Alors, suite à cela, nous vous indiquons également des filières que vous avez demandées, mais pour lesquelles vous êtes en liste d'attente. Si vous validez l'orientation qu'on vous a proposée, évidemment, votre nom va être retiré des listes d'attente. Mais si vous ne la validez pas jusqu'à une certaine période, dès qu'il y a une place libre dans une des listes d'attente, nous vous ferons à nouveau la proposition. Parmi les 53 000 nouveaux bacheliers, certains ont décidé de faire des concours. Néanmoins, ils doivent s'inscrire sur Campus Sen. Parce qu'un concours, on ne sait pas si on va le réussir ou pas. Donc il vaut mieux prendre ses précautions. Avant même la sortie des résultats, s'inscrire quand même sur Campus Sen. Avec son téléphone, Binta consulte le site Campus Sen. Les bacheliers ils peuvent utiliser leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, mais nous leur conseillons l'ordinateur. Parce que peut-être ce sera plus facile pour eux, surtout de trier leur choix. Les nouveaux bacheliers ont la possibilité de modifier leur choix jusqu'au 28 août, délai de rigueur pour la clôture des prescriptions dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Et puis, à un mois de la fête de l'Eid el-Kébir, les points de vente de moutons sont déjà visibles dans la capitale, dans les rues de Dakar. L'opération Tabaski 2016 a donc démarré. Mais d'où viennent ces béliers? Questions, sont-ils à la portée de tous pour l'heure? Pourquoi la vente a-t-elle commencé de si tôt? C'est le reportage du jour. Il est signé Koumba Diakhatema. Alors qu'on est à un mois de la Tabaski, les moutons occupent déjà le décor dans certains quartiers de la capitale, comme c'est le cas à Fass, à la Gueule Tapée ou encore à la zone B. C'est des moutons qui ne sont pas habitués quand même à une certaine chaleur, à la pluie ou à certaines difficultés. Donc on est obligé de se préparer en conséquence pour les mettre dans de bonnes conditions et on est obligé de les amener très tôt pour qu'ils puissent s'accommoder aux conditions d'ici. Recherchés pour leur qualité esthétique, ces béliers sont issus de l'élevage purement urbain. C'est nous qui l'avons élevé. La moitié, mais parfois on l'achète ça à des éleveurs comme nous. Tous les moutons que vous voyez ici, ça a été élevé ici à Dakar. Cette race de moutons a une clientèle tirée sur le volet. D'ailleurs, presque tous ont déjà trouvé acquéreur. Non, nous avons des clients qui achètent pour leur marabout, pour leur sœur. Il y a beaucoup de clients qui viennent ici, quoi. Eux, ils achètent ça et ils laissent ça ici. Jusqu'à la fête approche, on leur donne ça. La majeure partie des moutons sont déjà vendus. Il y en a parmi eux qui préfèrent acheter très tôt et se débarrasser des histoires de Tabaski là. Et pourquoi pas nous le confier même jusqu'à la veille de la Tabaski. Ces moutons élevés par des Dakarois coûtent leur prix entre 150 000 et 1 million de francs CFA. Pour dire qu'ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses.
Voilà, pour ce reportage du jour, on parle sport à ce stade de ce journal. Et sachez qu'Aliou Cissé a dévoilé sa liste, la liste des joueurs convoqués pour le match contre la Namibie. Une rencontre comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Ils sont en tout 24 à être sélectionnés. D'un nouveau, je vous le disais tout à l'heure, Ismaël Sarr, le sociétaire du FC Metz, honore sa première sélection. Seydina Lundigo. Sous les feux des projecteurs, Aliou Cissé éclaire la lanterne des journalistes sur sa liste des joueurs devant affronter la Namibie le 3 septembre. Par rapport à la dernière, un certain nombre de changements sont à noter. Les uns sont motivés par la concurrence, comme quand le retour d'Idrissa Gana Gueye barre la route à Issa Sarr. Les autres sont guidés par le manque de compétition. Lamine Gassama sans club, Bayou Marnia sans difficulté à Everton sont out. Diaondou Diagne, Famara Diédhiou, Zargo Touré font le retour. Sans oublier le remplacement du suspendu Pam Ndiaye Souaré par Saliou Ciss. Mais la surprise du chef est incarnée par la première sélection d'Ismaël Sarr. Tous les entraîneurs que j'ai eu à discuter ici sur le plan local, mes collègues techniciens à l'unanimité m'ont dit que du bien de lui. Ismaël Sarr évolue, qui est quand même en poste où le Sénégal est en déficit. Donc c'est important d'avoir un garçon comme ça. Selon le sélectionneur, au-delà de permettre de clôturer en beauté les éliminatoires de la CAN, le match face à la Namibie devra servir de préparation du tournoi qualificatif au mondial. À travers ce match-là aussi, derrière quelques semaines après, il y a un gros match qui nous attend, franchement dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, le Sénégal n'est pas non plus en position qui lui permettra de fanfaronner ou de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Les Lions hantent un regroupement le 29 avec une victoire contre la Namibie, la 6e en autant de matchs, et ils battront le record établi en 2011 par l'équipe d'Amara Traoré, 5 victoires, 1 nul lors des éliminatoires de la CAN 2012. Et puis, on ouvre la page brésilienne à présent avec la 11e journée des Jeux Olympiques. Et on notera bien sûr ce quadruplé olympique pour la gymnaste américaine Simone Biles. Pour ses premiers Jeux à 19 ans seulement, elle a remporté sa 4e médaille d'or cette nuit. Et du côté de l'athlétisme, sachez que la Kenyane Kipyegon a remporté la médaille d'or des 1500 mètres. Cette nuit encore, elle a devancé la favorite, l'Éthiopienne Kezembe Dibaba. Ainsi va l'actualité de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et n'oubliez pas, l'information, c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et à demain jeudi, Sarah. Merci beaucoup René, très précis ces 2 derniers jours. Allez, on fait le point sur la circulation ensemble avant que tu ne partes. Voici quelques images de talibi.sn. On est à Yara. Voilà, allez, comme d'habitude, beaucoup de circulation aujourd'hui. On voit quand même qu'il y a quelques transports en commun qui circulent. On a vu notamment un car rapide et un Djangayai. Bon, on pourra vérifier tout cela avec eux avant la fin de ce magazine. À demain, René Léon. Et puis, pour vous, restez avec nous. On poursuit le magazine après la pub, la deuxième partie avec les différentes chroniques. Sénégal, lu bees ta neex, lu bees ta neex. Ak promo national bu Patisen dajaleel ma fukki xott ak juróom yu tabletu Adja Mami Dolli ak Ami def ko ci enveloppe bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yónnee ko Patisen BP 185 Dakar mbaa nga dugal ko ci boy di ñu jagleel pomi te nekk ci boutique yi marché yi wala boog camion d'animation yu Patisen yi mën nga caa gañaay ration Patisen ba mu neex frigo congélateur téléviseur chambre à coucher bi nag waaye des na kër gu yanji gi nga xam ni képp kuy borom kër moo la tere nelaw xanaa nee nga dama ni ak promo national bu Patisen bi kayitu safal kayitu kër gi kayitu safal Patisen. Et voilà, la chronique déco comme tous les mercredis désormais sur ce plateau avec Moustapha Fall qui me rejoint. Tafa, viens, Alioune Badaraka, prends ta place.
Nafissa Aher nous a également rejoint pour la chronique tendance et je pense que vos deux chroniques se rejoignent aujourd'hui. On va parler décoration avec des tissus wax et puis tendance évidemment, wax, oui. Pour voir ce qui sera tendance, ce qui a été tendance aux Jeux Olympiques. C'est ça, Nafi? D'accord, exactement, c'est ça. On va parler d'une nouvelle thérapie tendance que utilisent les athlètes des Jeux Olympiques, mais aussi les stars hollywoodiennes. Très bien. Tafa, on est avec toi? Mais on ne va pas simplement parler de vaccin, on va parler de bazar, par exemple, d'amassé.